Quand tu as des objectifs personnels à atteindre, il y a des étapes ou des niveaux à atteindre, tu coches chaque case. Mais à un moment donné, tu vas flotter dans une case. Tu es vraiment dans une zone de confort trop confortable. Dès l'instant où tu prends une décision, tu l'assumes. Mais avoir l'humilité de se dire que oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est jamais facile de quitter sa zone de confort. Choisissons le camp de ceux qui veulent avancer. Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Tatona, le podcast qui vous pousse à sortir de votre zone de confort pour grandir. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde passionnant de l'épanouissement personnel et du dépassement de soi. Vous allez me dire, sortir de sa zone de confort, c'est effrayant, mais c'est souvent là où se trouvent les plus grandes opportunités de croissance de notre vie. Nos invités d'aujourd'hui, Faisal et Edem, ont embrassé ce concept et l'ont intégré dans leur vie de différentes manières. Ils partageront avec nous leur histoire inspirante, des défis surmontés, des leçons apprises et des réussites obtenues en sortant de leur zone de confort. Je vous invite à bien régler vos volumes, préparez-vous à être inspiré et à découvrir comment vous aussi, vous pouvez repousser vos limites pour atteindre de nouveaux sommets. Je vais laisser la parole à Edem et Faisal pour se présenter pour nos auditeurs et auditrices. Les gars, je vous laisse la parole. Bon, alors, je peux peut-être y aller déjà. Merci beaucoup Audrey. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je m'appelle Edem Botaglo, je vis actuellement au Canada, je suis togolais de nationalité. Je travaille dans la communication depuis un certain nombre d'années déjà. Je dirais que ça fait déjà plus de 7 ans que je suis là-dedans. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche au bien-être en soi déjà. Je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui touche à la vie de couple, à la socialisation en gros, et aussi aux sciences politiques parce que j'adore bien parler de tout ce qui touche au social, etc. Si je dois me présenter d'une manière succincte, c'est ça. Merci beaucoup. Faisal? Ouais, bonjour à tous. Je suis Faisal Bako. Je suis aussi togolais et moi j'y vis, contrairement à mes deux frères avec qui je parle actuellement. Disons que moi j'ai commencé ma carrière dans le monde de la communication, bien évidemment, tout en étant graphiste pur et dur. Bon, ensuite, je me suis un peu diversifié, mais grand passionné de tout ce qui est art, de tout ce qui est visuel. J'ai un peu dévié et maintenant je suis ce que les gens peuvent appeler sur les réseaux le storyteller. Donc, j'aime beaucoup le storytelling, tout ce qui permet de raconter quelque chose, scotcher, retenir de l'attention d'une quelconque personne du début à la fin. Ça me passionne. Mais actuellement, je suis plutôt dans la communication digitale. Merci les gars pour vos présentations. Je pense que voilà, il y a beaucoup à dire sur vous, mais on va s'arrêter de là. Là tout de suite, le thème qui nous retient ici, je souhaite encore une fois la bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, si vous venez de prendre l'audio en cours, on va parler de zone de confort. On va parler de comment sortir de sa zone de confort pour grandir, pour atteindre des opportunités dans la vie. Et aujourd'hui, je reçois ces deux personnes-là, Faisal et Edem, qui vont nous entretenir sur eux, quels sont les défis, les leçons qu'ils ont apprises durant toute leur vie jusqu'à aujourd'hui en sautant le pas de sortir de la zone de confort. Moi, la première question que je m'en vais vous poser tout de suite, c'est aujourd'hui, quand on parle de zone de confort, c'est quoi une zone de confort et comment vous, personnellement, vous définirez votre zone de confort? Ok, déjà, merci beaucoup Audrey pour cette question. Pour moi, la zone de confort, c'est vraiment une zone ou un état dans lequel on se sent bien. Déjà, ça c'est la première chose. On se sent bien, on est à l'aise, on a plus de sécurité un peu autour de nous, un peu comme lorsque tu es dans une maison que tu aimes beaucoup, tu te sens en sécurité parce qu'il y a des murs qui entourent la maison, etc. Secondo, c'est une zone dans laquelle on a des comportements qui sont maîtrisés. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis dans une zone de confort, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, etc., disons que je suis moi-même. Donc, j'arrive vraiment à poser des actes sans regarder en arrière pour me poser des questions. Donc, c'est vraiment ça, en fait, en soi, la zone de confort. Après, c'est clair que on ressent moins de stress et moins de peur dans cette zone de confort-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de stress du tout et de peur du tout? J'en doute. Mais je pense qu'on ressent moins de stress et de peur. Et on
on n'a pas peur de prendre des risques, justement. En soi, c'est ça la zone de confort selon moi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec Idem. Et moi, je peux ajouter qu'en fait, c'est le fait de ne pas se surpasser. Parce que l'objectif ultime de la zone de confort, c'est se dépasser. Aller au-delà de ce que on pense pouvoir faire. Parce que tant que tu es dans ta petite case, dans ton petit coin et tout, que tu maîtrises, comme Edem l'a dit, tu ne sauras jamais jusqu'où tu peux aller. Quels sont les risques que tu peux prendre et qu'est-ce que tu peux donner au-delà de ce que tu penses être au pouvoir donner. Donc la zone de confort, elle reste quand même le fait de ne pas chercher à se surpasser. Bon, la prise de risque, elle doit être mesurée quand même par moment parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que on quitte un point A pour un point B avec un objectif bien précis, tout en gardant en esprit toujours que le but ultime, c'est ceci. Donc, si ton but ultime, c'est d'être heureux, bah, qu'il en soit ainsi, en fait. Donc, pour moi, la zone de confort, elle reste le fait de ne pas se surpasser. Intéressant. Ce que moi, j'ai noté, par contre, là, vous avez parlé de sécurité, vous avez parlé de stress. Ce que moi, j'ai envie je creuse un peu, excusez-moi, je vais poser plein de questions pour mieux comprendre le sujet. Et c'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pour partager vos expériences avec nous, avec moi personnellement, et aussi nos éditeurs et auditrices qui nous écoutent. À quel moment on se dit, ou aujourd'hui, quels sont pour vous les signes pour un individu qui indique que on est trop installé dans notre zone de confort? Vous allez tantôt parler de emploi, vous allez parler du fait que je suis dans ma petite bulle, dans ma petite case. En fait, à quel moment je me dis, écoutez, je suis trop dans ma zone de confort? Alors, je vais peut-être répondre rapidement à ça. Les signes en tout cas, qui montrent qu'on est vraiment dans sa zone de confort, je pense que Faisal en a parlé un peu tantôt. C'est-à-dire qu'on fait moins d'efforts pour prendre des risques. C'est-à-dire que tu es dans ta zone, tu te dis, là, je suis bien, je me sens bien, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, je n'ai pas besoin non plus de m'améliorer tant que ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme un état dans lequel on se dit, même si je ne prends pas trop de risques ou je ne prends pas du tout de risques, je serai toujours bien, tu vois. Et moi, pour moi, lorsque tu es dans une zone dans laquelle, qu'elle soit professionnelle ou pas, hein, tu es dans une zone dans laquelle, justement, tu es amené à prendre moins de risques. Même si tu vis du stress, c'est vraiment banal. C'est-à-dire que tu as comme l'impression que tu voltiges, que tu voles un peu, en fait, au-dessus de la tête des gens, mais que tu n'as aucune peur, en fait. C'est un peu comme ceux qui passent à un poste, puis savent que à ce poste-là, on va jamais les déboulonner. C'est un peu un exemple que je donne. C'est-à-dire que lorsque tu es dans un tel état, honnêtement, de mon point de vue, c'est que tu es vraiment dans une zone de confort trop confortable. C'est-à-dire que tu es à l'aise, tu te dis, même si je fais pas d'effort, c'est correct, j'aurai aucun souci. Et généralement, c'est le cas, en fait, lorsqu'on est dans sa zone de confort. C'est-à-dire que même professionnellement, par exemple, tu as des tâches qui sont tellement maîtrisées qu'au fond, même si tu n'innoves pas vraiment dans ces tâches-là, bah, de toute façon, tu les fais bien, en fait. Tu les accomplis comme il faut. C'est tout, quoi. Tu te dis, bah, je me sens bien, je suis dans ma zone de confort. J'ai pas besoin de poser des actes qui vont m'amener à améliorer cette tâche ou à innover ou une sorte d'intrapreneuriat avec ce poste, par exemple. J'ai pas besoin de le faire parce qu'en fait, je suis dans ma zone, puis j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. De mon point de vue, ce sont les signes qui montrent vraiment qu'on est dans une zone de confort. On fait pas tant d'efforts que ça. Je sais pas trop si Fessa sera d'accord avec moi. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord à 100% avec toi. Mais moi, je viens ajouter quand même que l'on peut savoir si tu es à l'aise dans ta petite bulle ou pas, dès l'instant où tu as des objectifs personnels à atteindre. Quand tu as des objectifs personnels à atteindre, il y a des étapes ou des niveaux à atteindre. Tu coches chaque case. Mais à un moment donné, tu vas flotter dans une case. Supposons que tu recherches un emploi qui te permet d'avoir un niveau de vie relativement stable. Quand tu arriveras là, il faut que tu ailles au-delà de ça. Et aller au-delà de ça, c'est aller au boulot et quand même chercher un nouveau diplôme, chercher de nouvelles compétences, chercher une autre façon de faire. C'est grandir professionnellement. Et grandir professionnellement, ça a ses exigences. Mais dès l'instant où tu te retrouves dans ton petit carré où tu ressens le fait que je suis là, je fais juste le minimum, parce que à chaque fois que tu repousses tes limites, tu vas te rendre compte que 24 heures ne te suffisent plus. Parce que là, tout de suite, tu te dis, avant, en une journée, je vais au boulot, je rentre.
Mais quand tu vas commencer par rechercher un diplôme, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas au boulot. Après le boulot, tu vas à l'école ou à l'université ou tout ce que vous voulez. Mais tu arrives quand même à avoir un équilibre, un semblant d'équilibre jusque-là. Donc ça veut dire que tu as déjà quitté un peu ta zone de confort. Et ta zone de confort, c'était juste aller au boulot et rentrer chez toi. Mais maintenant, tu as ajouté l'école. Si dans le même temps, tu venais à te marier, ça veut dire que tu as quitté la zone de quelqu'un qui était célibataire. Tu as ajouté quelque chose d'autre. Donc, il faut gérer et toi-même et la personne avec qui tu es et ton boulot et l'école ou l'université que tu es en train de faire. Donc, ça veut dire que au fur et à mesure que tu avances tes objectifs personnels, tu ressentiras le fait que ça vient tout seul. Et c'est des objectifs. En moyenne, quand tu es dans un boulot, par exemple, tu te rends compte qu'en 2 ans, tu as l'impression de maîtriser ce qui se passe dans ce boulot. Je sais pas pour vous, mais c'est l'impression personnelle que j'ai. Si tu es un salarié quelque part, en 2 ans, tu te rends compte que tu maîtrises un peu ce qui se passe. Si tu as tes compétences et tu fais bien ce que tu fais, tu te rends compte que limite on n'a pas envie de se débarrasser de toi. Bon, on te le fait croire. Ça, c'est tout un autre débat. Mais tu sais quand même que au bout de 2 ans, tu as l'impression de maîtriser les choses. Donc, est-ce que le fait de maîtriser les choses te font croire que là où tu es, c'est ta zone de confort? Oui, c'est ta zone de confort parce que maintenant, tu n'as plus besoin de vouloir prouver à quelqu'un. Mais en réalité, dans tes objectifs personnels, si tu es un grand rêveur, un grand ambitieux, tu vas très vite te rendre compte que il faut que tu ailles au-delà de cela. Il faut que tu te projettes un peu plus. Il faut que tu fasses plus que ça. Mais en même temps, il faut qu'on fasse la part des choses entre être ambitieux et être quelqu'un qui est dans les réels, en fait. Je veux revenir un peu sur ce que vous avez dit, notamment Edem et toi, parce que moi, en vous écoutant, j'ai l'impression que, et vous allez me corriger si je fais fausse route, que tous les jours de notre vie, on est obligé à chaque fois de sortir de notre zone de confort pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, tant sur le plan personnel que professionnel. Parce que là, aujourd'hui, tout de suite, vous avez donné l'exemple sur le plan professionnel de se dire, OK, Moi, je n'ai même pas besoin que tu finisses ta question, hein. Je te dis oui. Dans la vie, tous les jours, c'est un nouveau. Tu dois recommencer à zéro. Chaque matin que Dieu fait. C'est pas pour rien que les croyants disent chaque matin un nouveau souffle de vie, merci au bon Dieu. Ça veut dire que tu aurais pu ne pas te réveiller. Donc, tu as une nouvelle chance de te prouver qu'en fait, tu peux aller au-delà de ce que tu as fait hier et davantage demain. Donc, en réalité, dans toutes les étapes de la vie ou dans toutes les situations possibles de la vie, il faut pouvoir reconnaître qu'ici, je suis dans ma zone de confort, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, que ce soit entre amis, en famille, dans une relation amoureuse, dans tout ce que vous voulez. En réalité, quand il y a une situation de confort très prolongée, on finit par, pour quelqu'un qui a des objectifs, il finit par se lasser. Quelqu'un qui a des objectifs et qui est ambitieux, il finit par se lasser. Dans la vie, il faut trouver le moment de se demander, là où je suis, est-ce que je me suis un peu trop reposé sur mes lauriers? Parce que c'est en te posant les bonnes questions que tu sauras si réellement tu es dans ta zone de confort ou pas. Je sais pas ce qu'Edem en passe, mais c'est ce que je pense, en fait. Bah, je vais peut-être aller dans ton sens, mais d'une façon différente. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, Audrey, je me rends compte que lorsqu'une personne n'est pas ambitieuse, elle reste très longtemps dans sa zone de confort. Et honnêtement, j'en connais personnellement. Et ça, je pense que ta question est très intéressante. Est-ce que euh, chaque jour de notre vie, Edem, je te coupe pas, hein, excuse-moi. Mais quand tu dis quelqu'un pour nous expliquer, est-ce que quand tu dis quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qu'est-ce que oui, tu mets dans ça, en fait? une personne qui n'a pas d'ambition, pour moi, je vais pas dire une personne paresseuse. Je pense que ce serait aller trop loin, même si c'est en quelque sorte le cas. Mais pour moi, c'est une personne qui n'a pas défini des objectifs clairs et qui ne s'est pas vraiment projeté sur ces objectifs-là, en se disant, par exemple, où est-ce que je me vois dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? D'ailleurs, ce sont des questions qu'on devrait soi-même se poser au lieu d'attendre qu'on nous les pose lors d'un entretien ou lors d'un rendez-vous galant amoureux, etc. Normalement, c'est des questions qu'il faut se poser déjà. Aujourd'hui, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Honnêtement, en se posant ce type de questions et justement
mes propos vont répondre à la question que tu as posée. Tu es obligé de travailler tous les jours à sortir de ta zone de confort. Parce que si, dans 5 ans, tu te vois vraiment, je sais pas trop, aujourd'hui, tu es peut-être charpentier, puis peut-être dans 5 ans, tu te vois vraiment peut-être chef des charpentiers de ton entreprise, etc. Je suis désolé. Ça veut dire que ça t'oblige à travailler sur tes compétences, etc., à développer aussi des relations sociales dans la boîte, parce que c'est ça aussi. Ça prend aussi ça pour être chef d'équipe en tout cas d'un département, etc. Et dans toutes les sphères de notre vie en soi, on est amené normalement, de mon point de vue, à sortir de sa zone de confort si on a envie justement d'aller plus loin. Donc, ça nécessite forcément d'avoir un minimum d'ambition. Sinon, de mon point de vue, en fait, on est cloîtré, on est là-dedans. Et il y en a qui se plaisent à être vraiment dans leur zone de confort, qui ont peur. En fait, c'est peut-être une question de peur quelque part. C'est-à-dire qu'on se dit, je ne maîtrise pas l'inconnu. Si j'essaie de sortir de ma zone de confort, qu'est-ce que je vais rencontrer comme souci? Edem, je dirais même que ce n'est pas peut-être, c'est une question de peur. Ouais. Ce n'est pas peut-être, c'est une question de peur. Parce que tu n'as aucune assurance qu'en fait, ce pourquoi tu es en train de te battre va marcher ou pas. C'est comme un jeu de hasard. Donc la vie elle-même est faite de hauts et de bas, mais tu sais pas si le pari que tu vas faire va te permettre d'arriver à te faire ou pas. Donc il y a forcément une différence entre juste un rêveur et un ambitieux. Donc le rêveur va rester dans son rêve et si il ne pousse pas ça à de l'ambition, il va pas faire le premier pas. Mais je pense que lorsqu'on a des objectifs clairs, c'est vrai qu'il y a la peur. Il y aura toujours de la peur. Il y aura toujours de l'incertitude. D'ailleurs, l'incertitude est la chose la plus certaine dans ce monde. Dans tous les actes qu'on pose, on ne sait pas si on va se réveiller demain. Donc déjà, c'est une incertitude. Et ça, on n'y peut rien. On est confronté à ça tous les jours de notre vie. Mais si on doit se cantonner à ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde serait dans sa zone de confort. Personne ne va vouloir innover. Et moi, je pense qu'à un moment donné, on affronte cette peur-là. Et pour moi, cette peur peut être transformée justement. C'est-à-dire que lorsqu'on a des objectifs clairs, on essaie d'anticiper les choses. Et moi, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, je sais pas trop, tu as un niveau, tu te dis, bon voilà, dans 2 ans, j'ai envie, je sais pas trop, de vivre en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'ai envie de réaliser, en tout cas de créer une entreprise. Créer une entreprise qui va faire dans l'immobilier, etc. Ok, là aujourd'hui, tu vis au Togo, tu as envie de créer une entreprise dans l'immobilier. Ok. En termes d'objectifs, est-ce que tu as déjà fait une étude de marché, etc. en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu ne le fais pas d'abord au Togo? C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être tu es dans une boîte immobilière, donc tu fais tes armes, tu apprends, etc. Mais tu peux déjà commencer par le Togo et ensuite aller en Côte d'Ivoire. Donc, en termes d'objectifs, lorsqu'on définit cela, ça devient plus simple. Parce que du coup, on ne va pas se lever du Togo en Côte d'Ivoire tout d'un coup dans un marché qu'on ne maîtrise pas encore, qui va nécessiter beaucoup plus d'argent alors qu'on n'a pas encore assez de fonds. Donc ça nous oblige justement à mettre en place un processus et ça permet d'atténuer la peur finalement. Parce que justement, on aura anticipé sur des actions. Et c'est ça en fait, pour moi, on peut sortir de sa zone de confort, mais il faut peut-être avoir aussi un processus. Ça dépend de chaque personne. Il y en a qui le font peut-être plus facilement selon les moyens qu'ils ont ou qu'elles ont. Et il y en a qui ont peut-être beaucoup plus de difficultés, dépendamment des moyens qu'ils ont. Voilà, c'est ce que je peux dire. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit et je vais toujours rester avec toi. De ce que tu as dit, tu as parlé de process et je vais prendre ton exemple sur le fait que aujourd'hui, voilà, je bosse dans une boîte dans l'immobilier. Ma vision, mon objectif dans 2 ans, c'est d'aller à Abidjan pour faire un projet pareil. Mais est-ce que tu penses que le fait pour quelqu'un, je donne un exemple pour quelqu'un qui n'ose pas tester sur le marché togolais avant d'aller sur le marché ivoirien, est-ce qu'on peut dire que cette personne est toujours dans sa zone de confort ou est sortie de sa zone de confort? C'est très relatif. Alors, si on part sur cet exemple-là, là, je travaille dans une entreprise immobilière, par exemple, qui se nomme Tatuna. Okay. Et justement, dans cette entreprise, je suis peut-être chef d'équipe, etc. Je mets en place des choses, etc. Et ça marche bien. On construit des maisons, on loue des trucs. Ok. Maintenant, j'ai envie de lancer ma propre boîte, mais je vise la Côte d'Ivoire. Si je décide de lancer cette boîte d'abord au Togo, histoire de me faire mes propres armes, parce que lancer une boîte, ça nécessite quand même aussi beaucoup de choses. Et si je décide d'aller là-dedans et que je le fais d'abord au Togo, pour moi, déjà le fait de sortir de la boîte en tant que salarié, de devenir entrepreneur, peut-être d'avoir je sais pas trop, un petit job à côté, hein, pourquoi pas, mais de devenir entrepreneur, de fonder ma propre boîte et de me lancer, même si c'est toujours au Togo, pour moi, c'est déjà sorti de sa zone de confort. Parce qu'on aura franchi une étape. C'est pas pareil.
entre être salarié et être entrepreneur, il y a quand même un gap. Faut pas qu'on se mente là-dessus. Et donc, déjà, c'est un pas de franchi. Mais ça me permet de connaître les réalités d'un entrepreneur en immobilier, même si c'est dans un contexte différent de celui de la Côte d'Ivoire. Mais au moins, si je fais ça pendant 2, 3, 4, 5 ans, avant peut-être de me lancer en Côte d'Ivoire, ça peut être même une franchise, hein, ça dépend de comment ça marche. En soi, je pense que j'aurai acquis assez d'expérience pour affronter certaines difficultés qui seront peut-être similaires. Donc, on aura franchi une deuxième étape lorsqu'on ira en Côte d'Ivoire. Donc, on continue de sortir de sa zone de confort périodiquement. Et ça, c'est ce que Faisal a dit tantôt. Pour moi, c'est vraiment un travail de tous les jours. On doit sortir de sa zone de confort tous les jours, finalement, si on a de l'ambition, si on a envie d'aller loin. C'est un peu ça. Ok. Vous avez parlé de prise de risque contrôlée. Et je pense que je sais plus qui l'a dit parmi vous, entre vous deux. Je pense que c'était moi. Ouais. Et ça ramène la question à toi aujourd'hui. Mhm. Comment, tu vois, la prise de risque contrôlée, en guillemets, peut-elle aider à sortir de sa zone de confort? Déjà, la prise de risque contrôlée te permet de savoir si ce que tu essaies de faire défie la logique jusqu'à l'insensé ou pas. Donc, tu peux pas... En français facile pour nous. En français facile. Oui, c'est pour dire qu'en fait, il faut quand même que le rêve que tu as, si tu l'expliques à un Togolais lambda, qu'il puisse quand même te donner son point de vue sans trouver que tu es fou, en fait. Parce que même quand tu dis un truc qui sort de l'insensé à une personne, ça le prend du temps pour quand même matérialiser ça dans son esprit. Donc, le côté fou peut être un objectif global où tu es en train de te dire qu'en fait, dans 10 ans, je serai PDG de telle structure qui existe déjà. Mais le process pour y atteindre, déjà en le disant à quelqu'un à côté de toi, la plupart du temps, notre entourage n'arrive pas forcément à nous aider ou nous donner les armes qu'il faut. Il faut toujours prouver aux gens que tu peux faire. Il faut toujours, tout le temps, prouver aux gens que ce dont je parle, c'est ça. Donc, les gens ne comprennent pas forcément. Donc, il faut trouver la bonne formule pour expliquer aux gens que ce dont je parle là, voilà, c'est un rêve fou, c'est une grosse ambition, c'est un objectif assez énorme. Mais après, j'ai les armes qu'il faut pour y arriver en réalité. Le fait de pouvoir s'auto-censurer, si je peux dire ça ainsi, te permet quand même de rester constant dans ton évolution. Parce que toute personne qui part de 0 à 100 en 10 minutes ou en 15 minutes n'a pas la même efficacité dans ce qu'elle fait que quelqu'un qui a pris 10 ans pour y arriver. Bon, les 10 ans sont relatifs, hein. Tout le monde a sa marge de protection et d'avancer. Tout le monde a ce petit truc qui lui permet d'avancer au fur et à mesure. L'idéal, c'est de ne pas rester statique. Il ne faut toujours pas rester statique. C'est d'avancer. Le temps que ça te prend, ça dépend de toi. Ça dépend des efforts que tu donnes. Tu peux donner beaucoup d'efforts sans que ça donne les résultats qu'il faut là tout de suite. Mais il faut quand même avancer. Mais s'auto-censurer par moment pour se dire qu'en fait, cette fois-ci, non, je rêve trop grand. Ou pourquoi? La petite anecdote, mon petit frère, une fois est venu, non, même pas il est venu. Il a fait un statut WhatsApp disant qu'en fait, lui rêve de devenir millionnaire ou multimillionnaire, disons. La seule question que je lui ai posée, mais qu'est-ce que tu fais pour devenir multimillionnaire? Déjà, si cette personne-là se pose cette question, il s'est auto-censuré. Et il a une marge de manœuvre qui lui permet d'être constant. Donc ça veut dire que déjà, il sait que il ne fait rien pour avoir de l'argent. Ça, c'est la première question. Ensuite, ce que je fais, est-ce que ça peut me permettre de générer autant d'argent que ce dont je rêve? Ça, c'est le deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau, c'est de faire en sorte que ce qu'il veut faire ne le pousse pas à rentrer dans quelque chose qui soit pas bien, qui soit illégal, qui soit pas moralement accepté, etc. Cette censure vient là le rattraper pour qu'ils se disent le travail dur est important. Le fait de repousser ses limites est important. Donc, voilà comment je vois les choses. Je sais pas pour vous, mais c'est comme ça, moi, je vois les choses. Je sais pas non plus si j'ai répondu à ta question, Audrey. Je pense que j'ai ma réponse, même s'il y a des mots académiques. Non, dis-moi, il y a rien d'académique là-dedans. Dis-moi juste là où tu l'as pas compris. Je vais me faire le plaisir d'expliquer à nouveau, d'en parler à nouveau avec des mots Non, que en fait, je choisis. je veux revenir un peu sur l'exemple de ton petit frère que tu as donné, tu vois. Ouais, oui, Du fait oui, que, ok, son rêve, c'est de devenir millionnaire ou multimilliardaire. oui. Ok? Mhm. Déjà, est-ce que, et je vais reposer la même question que j'ai posée à Edem, est-ce que le fait de se poser cette question-là, est-ce
que ça veut dire que il a décelé qu'il était dans une zone de confort et qu'il doit quitter la zone de confort? Oui, même sans s'en rendre compte, il a décelé cela. Parce que si tu te réveilles chaque matin et puis tu n'as que quoi, je vais dire n'importe quoi, tu n'as que 500 francs pour manger et tu rêves de millions, c'est que tu as décelé qu'en fait, ton objectif, déjà, c'est de devenir millionnaire ou multimilliardaire. Là, tout de suite, il vient de déceler qu'en fait, je suis dans quelque chose que je veux améliorer. Je veux aller plus loin. Mais quelqu'un qui gagne 500 francs, bon, pas gagner, qui reçoit 500 francs par exemple chaque matin comme déjeuner, qui rêve d'être multimillionnaire, mais il faut faire comprendre à cette personne que tu as pensé au fait de quitter ta zone de confort sans même t'en rendre compte, parce que ta zone de confort, c'est les 500 francs qui, je peux dire, te suffisent ou te suffisent pas, ça c'est à voir, mais quand même, c'est une zone dans laquelle tu es et qui ne te convient plus. Donc, il faut la quitter. Donc, même s'il est à l'aise dedans, d'un instant, il rêve de quelque chose de plus grand, c'est qu'il est en train de se projeter dans quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il trouve assez costaud. Donc, il veut quitter sa zone de confort. Mais il faut toujours rappeler à cette personne qu'il y a des conditions pour y arriver, il y a des étapes à franchir pour y arriver, il y a toute une préparation en amont pour y arriver et il y a une éducation personnelle pour y arriver en fait. Tu as parlé de processus et moi, je continue toujours cet exemple parce que ça m'intéresse et je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs et auditrices, bon, qui peuvent se retrouver dans ce cas-là parce que Gars, voilà, tu es en train d'isoler Edem, hein. Edem a beaucoup de choses à dire. Non, je pense qu'on va revenir à Edem, mais quand je reste sur cet exemple toujours, Ouais. le fait de dire, OK, je suis dans la zone de confort avec 500 francs, je veux quitter cette zone de confort-là. Donc, je dois prendre un risque. Dans Effectivement. ce cas, par exemple, dans Mhm. cet exemple précis, Ouais. quels sont les risques, tu vois, par exemple, si tu dois nous citer 2 ou 3 risques qu'on doit contrôler pour quitter cette zone de confort. Je ne dis pas que on va quitter 500 francs pour devenir multimilliardaire, mais quels conseils, supposons que, voilà, ton frère nous suit aujourd'hui, etc., tu donnerais, par exemple, par rapport à ça? Bon, ce que j'ai compris de la vie, c'est que le travail est la source même ou la base même de ce que nous représentons dans la société. Le travail, d'abord le travail. Mais la société est en train d'aller quelque part où le travail dur n'est plus forcément la valeur qui fait en sorte que tu gagnes de l'argent et surtout beaucoup d'argent. Je me répète, la société est en train d'aller vers quelque chose où on se rend compte que le travail dur n'est pas forcément la valeur qui nous permet de gagner beaucoup d'argent. Mais quoique le travail dur permet de gagner de l'argent et d'avoir du respect pour l'argent. Parce que quelqu'un qui va mettre 24 heures pour gagner 1000 francs ne va pas respecter ces 1000 francs-là de la même façon que quelqu'un qui va mettre 1 minute pour les gagner en réalité. Donc, ce n'est pas la même lecture. Mais ça ne veut pas dire que celui qui va gagner les 1000 francs en 1 minute ne va pas respecter de l'argent. Hein. On n'a qu'à se comprendre. Cette personne doit avoir la culture de l'argent d'abord pour respecter cet argent. Mais quelqu'un qui travaille dur pour gagner ses 1000 francs, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, quelqu'un qui doit venir creuser des latrines et à la fin de la journée, on lui donne 2000 francs pour rentrer chez lui. Cette personne-là, sa façon de gérer son argent n'est pas forcément la même. Quoique ça se discute, ça peut se discuter parce qu'il va se dire qu'en fait, carpe diem, j'ai travaillé dur pour gagner et voilà, voilà. Mais les valeurs que nous, on nous a inculquées depuis le bas âge, c'est le travail dur permet de gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, le travail dur n'est pas que l'élément qui permet de gagner de l'argent. Le travail stratégique, réfléchi, bien pensé, permet de gagner de l'argent. Donc, je dirais à mon petit frère la même chose que je suis en train de lui dire là, et forcément, il doit écouter ce podcast, c'est connaître la valeur du travail. D'abord, la valeur du travail, c'est prendre des risques chaque matin que tu te réveilles. Ça, c'est le but ultime du travail. Quand tu te réveilles chaque matin, tu prends le risque. Parce que juste le fait de quitter chez toi, te dire je pars travailler, tu traverses des trucs avant d'arriver là-bas. Tu traverses pas mal de choses avant d'arriver là-bas. Tu vois des gens qui sont en train de marcher pour aller au boulot. Toi, peut-être tu es sur ta petite moto. C'est des risques que nous ne calculons pas, mais qui ont leur valeur ajoutée. Et ça contribue à la personnalité de toute personne. Parce que si tu fais un stage quelque part où on n'est pas censé souffrir au boulot, ni dans un stage, mais
quelqu'un qui va souffrir dans un stage quelque part, chose que je ne souhaite à personne, la prochaine fois qu'il va trouver un nouveau stage, sa façon de se comporter n'est pas la même. Mais quelqu'un qui fait un stage avant, où c'était très relax, c'était chill avec ses superviseurs, sa façon de se comporter dans le prochain stage est différent. Quoique chaque endroit ou chaque bureau a ses codes, ses conditions et consorts, mais le monde de l'emploi reste le même. Donc, à toi, petit frère qui va écouter ce podcast, je suis pas plus âgé que qui que ce soit. À toi, petit frère qui va écouter ce podcast, sache quand même que le travail dur fait gagner, mais au-delà de ça, le travail stratégique fait gagner. Dans les deux cas, tu vas gagner. Privilégie le travail dur et est sous la main le travail stratégique pour aller vite, tu vois, pour être un game changer. Super, super. Je pense que tu as bien conclu. Travailler intelligemment, travailler dur, mais travailler également intelligemment. Je pense que, je sais pas si Edem, par rapport à tout ce qu'on a dit, a des choses à ajouter par rapport à ça. Et avant que je te donne la parole, Edem, je lance une autre question dans le panier. De votre expérience, quels sont pour vous aujourd'hui, je vais parler de quoi? Des avantages. On va prendre le côté personnel et professionnel, de sortir de sa zone de confort. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez, voilà, des expériences où le fait de sortir de votre zone de confort vous a conduit à une croissance significative, plutôt, ou voilà, vous a permis d'avoir un nouveau job, de rencontrer une nouvelle chérie, voilà. Moi, j'ai bien envie de savoir, on a envie d'écouter vos histoires, de pourquoi, quels sont ces avantages-là, tant sur le plan personnel et professionnel. Bon, alors pour les autres questions posées, j'avoue que je m'en souviens plus très bien, mais je vais dire par rapport à ce que Faisal a partagé, je pense que il est important d'avoir un plan lorsqu'on veut sortir de sa zone de confort. Donc, l'exemple de Faisal par rapport à son petit frère qui veut devenir riche ou multimillionnaire, c'est possible. C'est possible. Après, c'est quoi son plan? Et je pense que la question, elle est bien posée, justement, comme Faisal l'a dit. Qu'est-ce que tu fais pour arriver à ce stade-là? Parce que, justement, ça se fera pas en une journée. Ça se fera peut-être pas en un an. Donc, ça dépend de l'étape à laquelle tu es actuellement et comment tu comptes devenir multimillionnaire. Ça, c'est la première, ça, c'est le premier process, ou le premier palier du process. Avoir un plan. Secondo, est-ce que tu t'informes assez sur ceux qui l'ont déjà fait? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui, justement, ont suivi un process pour devenir riches aujourd'hui. Qu'est-ce que ces personnes ont fait concrètement? Quel était leur process? Quels étaient leurs comportements? Quelles étaient leurs habitudes de vie? En fait, parce qu'il y a ça prend quand même beaucoup de choses pour pouvoir arriver à cette étape-là. Tu vois? Troisième point, tu t'entoures de qui? Parce qu'en fait, on en parle moins. C'est quelque chose, en tout cas, pour moi, l'environnement dans lequel on évolue, dans l'environnement restreint, je veux dire, ça joue énormément la prise de risque. Parce qu'il y a des personnes qui sont autour de toi, qui peut-être te prodiguent des conseils ou peut-être posent des actes sans même te donner des conseils, mais posent des actes que tu vois de tes propres yeux et tu apprends de ces personnes-là. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui joue forcément l'envie de prendre des risques ou pas et l'envie de prendre des risques calculés ou pas. Et donc, pour moi, pour prendre des risques calculés, il faut avoir un plan, il faut s'informer assez et il faut s'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique que toi. À ce stade-là, je pense que si tu as envie de devenir multimillionnaire, tu peux le faire. Et Audrey, pour répondre à ta question que tu viens de poser assez rapidement, je dirais que moi, je suis sorti de ma zone de confort, je dirais à plusieurs reprises. Première chose, moi j'ai étudié le droit à la base, droit et sciences politiques à l'université de Lomé, etc. Il y avait le système LMD qui nous était tombé dessus, sacré souvenir d'ailleurs. Puis justement, on était dans un contexte où soit tu restes là-dedans, soit tu essaies de trouver des échappatoires, mais sans pour autant laisser tomber tout ce que tu as appris. Ensuite, moi, je suis parti à Dakar, donc j'ai obtenu ma licence, puis je suis parti. Et lorsque je suis arrivé à Dakar, j'ai continué un peu dans le même environnement éducatif, etc. Puis justement, moi, c'est là que j'ai découvert vraiment la communication en soi. Puis je me suis rendu compte qu'il faudrait que je me pose une question, il faudrait que je me fasse un bilan de compétences. C'est-à-dire que moi, concrètement, aujourd'hui, si je dois travailler dans une boîte, qu'est-ce que je peux apporter à cette boîte-là concrètement? Est-ce que c'est juste mes études en sciences politiques, relations internationales, etc. Non, parce que justement, quand je fais un peu le tour des entreprises, je me rends compte qu'en fait, finalement, il n'y a pas tant ce besoin en tant que tel, à moins d'aller en tout cas, dans les Nations Unies, etc. Mais on n'y va pas du jour au lendemain, ça. On se construit pour pouvoir y aller. Comment je me construis?
quel plan de carrière je peux me définir. Et c'est là que j'ai défini un plan de carrière, en fait. Et c'est pour ça que je suis sorti de ma zone de confort en travaillant à l'UNESCO à Paris, en travaillant en tant que chef de projet Afrique où j'ai géré 9 pays africains, etc. Alors que j'avais jamais étudié la gestion de projet. Jamais. Jusqu'aujourd'hui, en fait, j'ai pas étudié la gestion de projet en soi. Oui, il y a eu des cours un peu par-ci, par-là, mais j'ai même pas de certification en gestion de projet. Mais je le fais tous les jours. Et un second exemple, c'est le fait d'avoir quitté la France pour le Canada. Tu discutes avec beaucoup de Togolais ou qui sont en France aujourd'hui. Il y a des gens qui ont peur de quitter la France parce que déjà, tu vois, tu es dans un pays où on parle ta langue, tu vois bien. Si tu arrêtes de travailler, tu peux choper les assurances chômage, etc. Tu es confortable. Tu restes dans ta zone de confort. Tu te dis, même si je vais pas me chercher ailleurs, je vais manger, je vais vivre, etc. Et il y en a qui se complaisent là-dedans, tu vois. Et il y en a qui ont du mal à s'en sortir, mais qui sont bloqués là-dedans, en fait, qui restent là-dedans et qui n'ont pas envie d'aller vers un autre pays où, justement, ils pourraient mieux développer leurs compétences. Moi, je l'ai fait. Pourtant, j'avais quand même des opportunités en France, pour être honnête. J'avais vraiment de belles opportunités en France, mais je suis parti. Et je le regrette pas une seule seconde, en fait. Parce que ici, le Canada m'a permis vraiment d'ouvrir mes ailes. Et surtout, on a reconnu tout ce que j'avais eu à construire jusqu'aujourd'hui. Et je pense que si j'étais resté en France, il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire. Et moi, je pense qu'il est important c'est pour ça qu'il faut avoir un plan. Que ce soit un plan de carrière. Ça peut être un plan de vie. Donc, ça peut être aussi sur le plan amoureux, etc. Pour moi, il faut avoir un plan. Ensuite, il faut vraiment s'informer. Et quand on dit s'informer, il faut lire. Nos gars ne lisent pas. Si tu veux sortir de ta zone de confort, je suis désolé, il faut que tu lises. Faisal a parlé de l'exemple de son frère tantôt. Honnêtement, Père riche, Père pauvre, si je me trompe pas, c'est le bon titre du livre, si je me trompe pas. Ça, c'est le genre de livre à lire. Et il y a plein d'autres livres qui pourraient permettre à toute personne de pouvoir comprendre le fonctionnement de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est juste un exemple. Hein. Donc, si tu l'ouvres au milieu professionnel, ça te permet justement de pouvoir prendre des décisions équilibrées, des décisions risquées, certes, mais justement, un risque plus ou moins contrôlé qui te permet de prendre vraiment, disons, la bonne voie et d'aller vers ce que toi-même tu as envie de faire. Donc, si tu as un objectif clair, si tu as un plan, tu t'informes comme il faut et tu t'entoures de personnes qui, de mon point de vue, disons, répondent à ce que tu recherches comme objectif. Donc, qui sont autour de toi, avec qui tu discutes, etc. Tu t'entoures de personnes positives aussi. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui sont très négatives. Dès que tu veux lancer un truc, dès que tu veux quitter ton pays pour aller ailleurs, dès que tu veux quitter ta boîte pour aller dans une autre boîte, même dans le même pays, etc., il y a toujours des gens qui vont te dire, c'est pas une bonne idée. Là, tu gagnes 2000 euros. Pourquoi tu as envie d'aller ailleurs pour gagner 3000 euros? Ça sert à rien. Reste dans tes 2000 euros. Tu verras que, parce que lui, il est resté dans ces 2000 euros depuis 10 ans et n'arrive pas à faire d'épargne, il n'arrive pas à investir en bourse, etc. Tu as peut-être des objectifs différents. Donc, moi, je pense que ça prend justement des objectifs clairs et en fonction de ça, on arrive à dérouler assez facilement, plus ou moins facilement, je précise. C'est pas toujours facile. Voilà. Je sais pas trop si j'ai répondu à la question. Eden m'a parlé de qui t'entoure, tu vois. Il a parlé de qui t'entoure. Et ça, c'est un élément très important. La plupart du temps, quand tu demandes à une personne qu'est-ce qui t'inspire dans la vie, la personne ira te dire, je sais pas, je vais raconter n'importe quoi, hein. La plupart du temps, les femmes diront Michelle Obama. Elles vont te donner un nom assez loin là-bas. Moi, c'est ma maman qui m'a toujours inspiré dans la vie. Ma maman et mes tantes. Bon, moi, je suis Kotokoli, je viens d'une communauté où la famille paternelle a son poids dans la vie de tout individu. Donc, la plupart du temps, quand la personne dit directement, je vais chez mes oncles, c'est du côté maternel en réalité. J'ai été élevé par ma maman, j'ai été élevé par mes tantes. Et j'ai vu cette dame-là arrêter un métier qu'elle faisait, où ça allait, du jour au lendemain, arrêter, parce que sa santé pouvait se dégrader. Et elle a commencé par se lancer dans des choses en mode random, en fait, en aléatoire. Parce qu'en réalité, tout ce qu'elle cherchait, c'est pouvoir trouver ce petit truc-là qui lui permette de prendre en charge sa petite famille. J'ai vu mes tantes arrêter ce qu'elles faisaient et se mettre dans des choses improbables pour pouvoir y arriver dans la vie. Cette dame-là m'inspire beaucoup. Ma maman a vendu des savons, elle a vendu des pagnes, elle a fait pas mal de petits trucs. Tu es assis, elle t'appelle, elle te dit, mais maintenant je vends du miel, hein. Si tu as besoin de miel, je te fais livrer. Mais cette dame-là, elle part là-bas à se coder, et dès qu'il y a un truc qui lui semble favorable,
Elle se dit, bon, je me lance dedans. Ça n'a pas toujours marché pour elle. C'est pour ça que j'ai dit depuis le début qu'en fait, tu as beau te lancer dans un truc, il n'y a aucune assurance que ça va marcher. Mais c'est les conditions que tu as mis autour de toi. Edem m'a parlé de plans et d'un certain nombre de choses. C'est tous ces éléments-là qui font que tu peux y arriver. Edem m'a dit aussi, par exemple, que nous ne lisons pas. Et c'est vrai, nous ne lisons pas. Au-delà de ça, moi, je vais parler du bouche à oreille. Il y a des histoires que tu vas entendre. On te dira, que telle personne a vécu tel, hein, ou même tu seras la première personne à vivre le truc. Ou au-delà, ça sera quelque chose que quelqu'un a vu et il est venu vous dire. Donc, d'une façon comme d'une autre, tu es spectateur d'une histoire qui puisse t'inspirer. Et moi, ce qui m'a inspiré, c'est ma maman, mes tantes. Je les ai vues se lancer dans des choses pas possible, juste pour montrer à leurs enfants qu'ils peuvent y arriver. Mais ces dames-là, les femmes Kotokoli, je vous promets que c'est des dames qui, quand elles veulent prendre la hauteur des choses, prennent la hauteur des choses. Elles prennent la hauteur des choses. C'est vrai, il y a beaucoup le nom de Dieu qui revient très souvent, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Mais en réalité, c'est des dames qui se battent. Et moi, je pense que nous devons prendre l'exemple sur ce genre de personnes. On n'a pas besoin d'aller chercher loin avant de trouver nos modèles dans la vie. Parce que jusqu'à présent, je sais pas pour vous, mais quand tu parles avec tes parents, surtout la génération qui est 80, 90, je vous promets que les parents eux-mêmes ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de faire. La plupart du temps, tu discutes avec cette personne, ta maman ou ton daron, tu lui poses une question, tu te rends compte qu'en fait, le monsieur, il sait où il va, mais en réalité, il compose au jour le jour. Il improvise au jour le jour. Mais c'est une improvisation qui est calculée parce que dans son mental, dans sa mentalité, elle sait que, ou cette personne sait que, il faut que j'atteigne tel objectif, je dois faire ci, ça, mais le reste est jeté au goût du sort. Au-delà de ça, j'ai un ami dont je vais pas donner le nom. Je sais qu'en écoutant ce podcast, il va se reconnaître. Mais ce monsieur marchait des kilomètres pour aller au boulot. Ce monsieur a eu pas mal de problèmes avec sa famille, juste pour l'art qu'il pense être important dans sa vie. Ce monsieur a pas mal de fois dormi chez lui au boulot, des jours sur des jours, parce qu'il était convaincu qu'en fait, là où il va, c'est là, quoi. Le but, c'est de travailler, se donner les moyens, même si tu es un enfant de pauvre, même si tu viens d'un milieu défavorisé, tu es dans des conditions qui ne te permettent pas forcément d'égaler quelqu'un d'autre. Mais ce monsieur faisait cela. Aujourd'hui, je peux dire, ça va. Je ne vais pas parler à sa place, mais pour l'avoir connu hier, aujourd'hui, je peux dire, oui, ça va. Là où il veut atteindre, l'objectif qu'il veut atteindre ou là où il veut arriver, il n'est pas encore là, mais quand même, il a fait du chemin. Moi, personnellement, j'ai quitté un boulot et déménagé de chez mon oncle où je vivais en même temps, hein, les deux éléments en même temps. Je pars dire j'arrête, j'écris une lettre de démission, j'arrête, parce que ma santé mentale était en train de prendre un coup. Et au-delà de ça, je n'étais pas arrivé dans ce boulot pour m'éterniser. Donc, j'ai des objectifs bien précis pour lesquels je suis en train de me battre et je sais où je suis en train d'aller. Mais au-delà de ça, ma santé est en train de prendre un coup. Je peux pas être quelque part où je n'arrive pas à m'épanouir. Et au-delà de ça, je suis obligé de souffrir plus qu'il ne faut. Non. Et j'ai posé ma décision, ma démission, je suis parti. Au-delà de ça, je viens dire à mon oncle que j'aime autant qu'en fait, je déménage. Mais ce monsieur a compris. Parce que il s'est mis à ma place pour se poser les bonnes questions. Il a compris directement qu'en fait, ce jeune, il sait ce qu'il veut faire. Mais il peut pas me dire ne pars pas. Pourtant, là où je vivais, j'avais déjà un boulot, hein, mais je paye pas l'eau, je paye pas l'électricité, je paye pas la maison. On cuisine à manger, maison, je mange. Donc, en réalité, je sortais à l'heure que je voulais, je rentrais à l'heure que je voulais. J'avais très peu de contraintes, sinon je n'en avais pas. Mais quand même, j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter un boulot et de quitter la maison où je peux reconnaître les pas d'une personne si elle est en train de marcher dans la cour. Donc, quoi qu'on dise, ça reste juste un exemple, mais quand même, c'est quelque chose par lequel je suis passé. Et aujourd'hui, je ne peux plus... Bon, je peux toujours avoir la peur, hein, mais je ne vais pas hésiter longtemps comme à cette époque-là pour prendre une décision qui concerne ma vie ou qui concerne les ambitions que je veux nourrir. C'est vrai que moi personnellement, j'avais un plan, c'est vrai, je suis passé par des moments difficiles, je vais pas dire très difficiles parce que je n'ai pas souffert plus que quelqu'un d'autre quelque part, mais quand même je suis passé par des moments qui te permettent qui te poussent à te remettre en question. Tu vas te poser la question, savoir, mais au fond, pourquoi je suis parti? J'aurais pu rester.
Mais tu es parti quand même parce que tu rêves de quelque chose de plus grand. La preuve, j'arrive, je dis à mon oncle, tout ce que je n'ai pas pu apprendre par la sagesse que tu as essayé de m'inculquer, je vais l'apprendre par la souffrance. Donc, je n'avais plus de marge d'erreur pour me dire, je retourne là-bas. Parce que dès l'instant où tu pars de quelque part, sache que tu libères ta chambre, on la donne à quelqu'un d'autre. Ça, c'est rapide. On ne passe pas le temps à réfléchir là-dessus. Toujours avoir un plan avant de partir. Intéressant. Edem voulait dire quelque chose? Oui, en fait, je suis d'accord avec Faisal sur beaucoup de points. Sur certains points, j'aimerais apporter de la nuance assez rapidement en quelques minutes. Je suis d'accord que le côté partage d'expérience dans le contexte africain, c'est parfois un peu compliqué. S'entourer de personnes qu'il faut et tout, oui. Mais parfois, comme l'a dit Faisal, le bouche à oreille, ça peut être très intéressant aussi. Il y a des gens qui accomplissent plein de trucs, mais qui parfois n'en parlent pas ou ne le racontent pas, tu vois. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de faire les choses chez nous, dans nos pays. Tu vois beaucoup de parents qui font plein de choses, qui accomplissent des choses, mais si tu ne les approches pas pour vraiment en discuter, et même là encore, il faut avoir de la chance pour qu'ils puissent vraiment te dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas toujours évident. Et parfois, je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre génération. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'avais lancé le podcast Ce que j'aurais aimé savoir, parce qu'il y avait plein de choses que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans, par exemple, que j'ai dû apprendre par la force des choses, et qu'on continue d'ailleurs de découvrir aujourd'hui, parce que il y a plein de trucs que nos parents ne nous ont pas dit. Et je pense que c'est quelque chose qui joue un tout petit peu. Je pense que l'initiative de ce podcast et d'autres podcasts peut-être pourront permettre justement de résoudre un peu ce problème. Donc, je pense qu'on aura des petits frères qui vont pouvoir écouter tout ça et qui vont pouvoir apprendre de tout ça, en espérant qu'en termes de priorité, qu'ils puissent aller vers des podcasts pareils et pas vers des live TikTok. Ça, c'est un autre débat. Le second point, c'est par rapport à ce que nos parents ou nos tantis, etc., ont accompli par le passé. Je suis d'accord qu'il y en a qui se sont lancés juste comme ça, puis ça a marché. Mais je pense que Faisal a bien terminé ses propos en disant qu'il faut quand même avoir un plan. Et ça, je pense que il y a quand même certains parents qui se sont lancés juste comme ça, sans avoir forcément de plan. Et moi, je pense que ça dépend du contexte dans lequel tu es en ce moment-là. Quand je parle du contexte, c'est est-ce que tu as une famille ou pas? Est-ce que tu as des obligations claires par rapport à l'éducation des enfants, etc., pendant cette période-là? Est-ce que tu as mis une épargne de sécurité de côté avant de te lancer? Parce que mine de rien, l'idée aussi, ceux qui écoutent ce podcast, j'ai pas envie qu'ils se disent, je peux démissionner du coup dans une semaine et puis me lancer dans quelque chose du jour au lendemain. Non, comme l'a dit Faisal, avant que lui ne quitte par exemple son oncle, etc., il avait un plan. Il avait réfléchi à un certain nombre de critères, etc. Et je pense qu'on revient foncièrement sur ça. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas toujours de plan défini, ni de leur propre vie, ni de leur plan de carrière, voilà. Ce qui fait que finalement, ils ont peur de quitter leur zone de confort justement parce qu'ils se sont jamais assis pendant 2-3 semaines pour faire un plan, pour dire, OK, si aujourd'hui, et d'ailleurs, pour la petite histoire, je pense que le fait de quitter ses parents pour aller louer ailleurs, pour se prendre en charge, etc., pour moi, c'est l'une des plus grandes preuves de sortie de sa zone de confort. Parce qu'on sait tous ce que c'est que de vivre dans nos maisons où tu ne perds rien, etc. Quand tu reviens à la maison, même à 22h, il y a toujours un riz couché quelque part que tu vas manger. En gros, t'as pas faim, généralement. Tu vois, nos parents veillaient toujours à ce qu'il y ait quand même quelque chose, même si c'est un pain sec qui reste, tu feras un pain perdu, quoi. Donc, il y aura forcément quelque chose que tu vas manger. Mais quand tu vis seul, tu reçois ton salaire, tu dispatches, tu gères. Donc, tu es vraiment dans la gestion budgétaire, personnelle, etc. Le game n'est plus pareil. Parfois, tu peux rentrer le soir, puis voilà, il n'y a pas grand-chose à manger. Donc, toi-même, tu te dis, il faut que je gère mieux mes finances, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes preuves de sortie de sa zone de confort. Donc, je voulais vraiment le préciser pour que, voilà, ceux qui nous écoutent puissent comprendre que si tu décides de faire comme nos tantis, nos parents, etc., c'est bien, mais il faut que tu aies un minimum de plan. Et si tu as envie de quitter un autre job pour un autre, ou tu as envie de te lancer dans quelque chose, etc., donne-toi un petit temps. Si tu n'as pas d'épargne de sécurité, mets de côté une épargne de sécurité qui va équivaloir au moins à 3 ou à 6 mois de ton salaire actuel. Si tu gagnes 100 000 francs CFA par mois, essaie d'avoir un petit 300 000 ou 600 000 de côté avant de bouger. Comme ça te permet justement d'avoir un backup. Et au cas où justement, le truc ne marche pas, etc., tu sais que tu peux te reposer au moins sur quelque chose. Donc, je voulais vraiment le préciser, que chacun prenne en compte aussi son contexte parce que c'est très important. Voilà, merci. Merci pour la précision. Merci beaucoup, Edem.
par rapport à cette précision. Et je rappelle à tous les auditeurs et auditrices, je mets l'accent sur auditrices parce que aujourd'hui le podcast est suivi majoritairement par les femmes. Je vous renvoie à tout le monde à la saison 1 où on a abordé dans un épisode cette notion de bien s'entourer, que ce soit en amitié, en amour, etc. Donc, je vous invite à aller réécouter l'épisode sur les relations humaines de la saison 1. Parlons maintenant, je pense qu'on a beaucoup parlé de votre expérience à vous, sur comment sortir de la zone de confort, quels sont les avantages, etc. Vous avez dit quelque chose au tout début. On a parlé de peur et de doute. Aujourd'hui, c'est que on prend le cas professionnel où j'ai envie de quitter un boulot pour aller vers un autre boulot. Il y a forcément cette peur, il y a forcément des doutes. Est-ce que vous, dans vos expériences respectives que vous avez rencontrées, comment vous avez géré cette peur de l'échec ou les doutes qui vous ont envahi lorsque vous avez décidé de sortir de vos zones de confort? Ça, c'est une grande question, hein. Je sais pas trop si Faisal, tu as envie d'y aller avant moi. On peut... Non, vas-y. J'étais en train de rire parce que Audrey, cette question-là, c'est une question, franchement. Mais dites-nous tout, hein. Dites-nous tout. On est encore une fois dans Tatona, dans une discussion vraiment ouverte et franche. Et nous, on a envie que, voilà, nos jeunes, je suis pas âgé, vous êtes mes aînés, nos jeunes qui nous écoutent, prennent note et je vous invite que c'est la partie du podcast. Il faut prendre les carnets de notes là pour noter. Je vous écoute. Bon, alors, premièrement, moi, je pense que c'est vrai qu'on parle beaucoup de plans, etc. Mais en fait, au fond, il faut juste avoir des objectifs en premier lieu. C'est-à-dire que ça nous est tous arrivé de faire le choix de quitter un endroit A pour un endroit B. D'accord. Moi, je pense que lorsque je devais quitter la France pour le Canada, j'ai préparé ce voyage-là. Pourquoi? Et je l'ai préparé en 2 ans. Oui, en 2 ans, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'informations déjà, première chose. Donc, il me fallait déjà avoir assez d'informations pour faire le bon choix. Et j'ai beaucoup lu, deuxième chose. Après, la peur de l'échec, ça existait. Il faut pas qu'on se mente. Il y avait le doute. C'est-à-dire que je maîtrisais mieux la France, ce qui est normal. Je connaissais pas du tout le Canada. Je connaissais pas vraiment aussi de monde en tant que tel au Canada. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette peur-là de me dire, si j'arrive là et que ça foire, qu'est-ce que je fais? Tu vois, il y avait cette petite question-là qu'on pouvait avoir dans sa tête et tout, etc. Mais c'est là justement qu'on essaie quand même de prendre le temps de beaucoup lire et de faire un choix équilibré. Pourquoi? Parce que tu ailles au Canada pour travailler ou pour faire des études, pour moi, il faut faire un choix qui te permet de pouvoir t'insérer facilement dans le pays. Donc, en termes d'emploi, etc. Et pour ça, ça veut dire que tu dois prendre le temps de lire non seulement les informations officielles, mais de lire aussi les partages d'expérience. Tu vois? Donc, pour affronter ces doutes et ces peurs, l'une des premières choses, honnêtement, que j'ai eu à faire, c'est d'abord d'avoir des objectifs clairement bien définis, de me préparer pour réduire cette incertitude-là et cette anxiété, parce que je savais qu'il y avait cette incertitude en moi, de visualiser aussi positivement comment je pouvais m'en sortir au Canada. En gros, où est-ce que je me voyais dans 5 ou dans 10 ans? Si j'atterris au Canada, où est-ce que je me vois concrètement? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Dans quel type d'organisation je vais être? etc. Tu vois? Et dans la visualisation positive, il y a quand même un petit travail de prière personnelle à faire. Moi, je suis chrétien. Donc, tu prends un petit temps de méditation personnelle à toi et tu te parles à toi-même tout en parlant au Seigneur pour lui expliquer, voici mon plan. J'ai clairement défini mon truc, j'ai un tableau Excel, tout est bien clair. Mais maintenant, justement, j'ai envie de te confier tout ça. Peut-être qu'il y a un signe. Parfois, il y a des petits signes qui te font comprendre que c'est peut-être pas la bonne voie pour toi, etc. Donc oui, j'ai confié tout ça au Seigneur. Et ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis entouré de personnes qui comprenaient mon projet. Et ça, je pense que c'est très important. Que ce soit des personnes de ta famille. Et moi, j'avais mes frères qui étaient vraiment présents pour moi. Que ce soit ta copine ou ton copain. Donc, toi qui m'écoutes, etc. Ça aussi, c'est très important parce que c'est dans cette période-là qu'on découvre vraiment qui sont ces personnes qui veulent nous appuyer dans tout ce qu'on veut faire, etc. Et de mon point de vue, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce plan-là. Aujourd'hui, je travaille dans la recherche. Je suis en communication, mais j'évolue dans le secteur de la recherche, de l'éducation, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'avais rédigé ce truc-là lorsque j'étais en France
Je pense que c'était début 2016. J'avais rédigé ça dans un de mes blocs-notes, etc., que je vais travailler dans la recherche, en tout cas dans la communication, mais que ça va toucher la recherche, etc. Je n'aurais jamais cru que ça aurait marché, honnêtement. Comme quoi, lorsqu'on écrit quelque chose et qu'on le prononce, parce que nos paroles ont une force inestimable. Ce n'est pour rien que la prière est toujours justement ce qu'on propose aux chrétiens lorsqu'ils veulent mettre des projets en marche. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on pense, comment on visualise les choses et ce qu'on dit de notre propre bouche, c'est tellement inestimable qu'on ne doit pas justement banaliser nos paroles, tu vois. Et ça, le fait de l'avoir écrit et de l'avoir dit, je n'aurais jamais cru que je serais tombé pile poil là-dedans. Je suis tombé pile poil là-dedans. Je m'en sors très bien dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est l'une de mes plus grandes expériences que j'ai actuellement parce que arriver dans une organisation où il y avait un changement organisationnel et de changer le tout en termes de communication stratégique, numérique, etc., d'instaurer une marque, etc., honnêtement, c'est l'une des choses que j'ai toujours voulu faire. Et je l'ai fait, je l'ai accompli. Et j'en suis tellement fier parce qu'au fond, je me rends compte que lorsqu'on a des objectifs clairs, on prépare son truc, on a une visualisation positive. Franchement, si ça marche pas, c'est qu'il y a soit un problème, soit c'est peut-être pas la bonne voie pour nous. Donc, en gros, si je dois justement parler de mon exemple assez rapidement, c'était un peu ça. Bon, en réalité, je pense que Edem était censé venir avec un PowerPoint pour vous expliquer étape par étape comment, comment faire les choses. Bon, moi, je suis pas de la même école que Edem. Moi, je suis plus de ceux qui prennent la vie comme elle est, en fait. Je suis de ceux qui prennent la vie comme elle est. Parce que il y a certaines expériences, tant que tu les fais pas, tu peux pas passer à un niveau au-dessus. Ça, c'est impossible. Il faut que tu vives certains éléments, certains trucs. Ce n'est que comme ça que tu sais comment te comporter la prochaine fois. Mon daron, la plupart du temps, quand on discute et je donne mon point de vue, il m'écoute, il sourit et puis il dit, en fait, c'est ton âge qui parle. Je lui demande, mais pourquoi il dit ça? Du moins, je lui demandais pourquoi il dit ça. À chaque fois qu'on discute, il s'arrête un moment, il te regarde, il sourit. Tu finis de donner ton point de vue, il te dit en fait que c'est ton âge qui parle en fait. C'est pas toi qui parle, mais c'est ton âge. Pas pour dire que tu n'as pas la maturité qu'il faut, mais il y a certaines choses qu'il faut que tu vives pour que tu comprennes certains trucs rapides dans la vie. Tant que tu n'as pas vécu cela, tu ne sauras pas. Même si c'est quelqu'un d'autre qui te raconte, ou quelqu'un t'explique, ou quelqu'un te suggère, il te donne le conseil, parfois tu écoutes d'une oreille et ça sort de l'autre. Ou parfois tu prends en considération, mais il faut que cela t'arrive à un moment donné pour que tu te dises, c'est pour ça on me disait ceci ou cela. Pour moi, le fait de s'en sortir, ou le fait même de vaincre ses peurs, c'est déjà de faire le premier pas. Et avant le premier pas, il faut qu'il y ait une décision. Après la décision, il y a le plan. Edem est en train de vous dérouler. Et après le plan, c'est le premier pas. Tant que tu n'as pas fait un premier pas, tu ne peux pas affirmer qu'en fait, tu es en train de vaincre tes peurs. Les peurs ne finissent jamais. Cela subsistera toujours. Que ce soit dans ton langage, que ce soit dans le fait d'avancer, que ce soit dans le fait de se comporter, la peur restera toujours. Le jour où tu te rends compte que la peur est partie, c'est que tu commences par t'installer dans ta zone de confort. Donc, je vais pas dire n'importe quoi, hein. Le fait d'écouter des coachs motivateurs n'est pas une chose mauvaise en soi. Quel est le bon qu'on prend dedans? Parce qu'il y a énormément de choses qui ont du sens, qui est bien fondé, mais au-delà de ça, il y a des éléments qui ne peuvent pas s'adapter d'une personne à une autre. On n'a pas la même résilience. On n'a pas la même façon de se comporter en face d'une situation. Quelqu'un d'autre aura le courage de dire ces 4 vérités à une personne, mais quelqu'un d'autre n'aura pas le courage. Il va se replier parce que dans son éducation, dans la façon dont il est ou dans sa morphologie, etc. Et la plupart du temps, les gens de courte taille comme moi, on estime que dès l'instant où quelqu'un te parle, c'est qu'il te manque du respect, tu vois. Mais tout cela, c'est une peur quand même qui te pousse à te dire que les gens en face ne te respectent pas. C'est parce que tu as peur qu'on ne te donne pas la valeur que tu estimes avoir et tout. Mais au-delà de ça, la valeur, si elle est là, elle se voit. La première des choses dans cette histoire de dépasser ses peurs, c'est mettre un pas après l'autre, quoi. Mettre un pas après l'autre. Oui, avoir le plan, tout ça, c'est bien. Mais tant que tu n'as pas le courage d'avancer, là, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Il faut avoir le courage de surmonter les épreuves. Avoir le courage de se dire, oui, ça va se faire. Sinon, Edem ne peut pas quitter la France pour le Canada en se disant qu'il a les armes en main. Il n'a aucune arme en main. Il a lu, il s'est documenté, il s'est renseigné, il sait
ce qui l'attend. Mais tant qu'il n'a pas vécu ce qui l'attend, il peut pas dire qu'en fait, il a dépassé ou il a passé une étape. C'est impossible. Donc, c'est les leçons qu'on apprend au fur et à mesure qu'on avance qui nous permettent de vaincre ces peurs en réalité. Mais c'est toujours un pas après l'autre. C'est ce que je pense. Je voulais préciser quelque chose en même temps. Faisal, merci beaucoup pour ce que tu as dit tantôt et c'est très vrai. En fait, pour la petite histoire en 30 secondes, ce n'est jamais facile de quitter sa zone de confort en soi. Pourquoi? Parce que moi, dans mon cas, par exemple, en quittant la France pour le Canada, je suis pas tombé dans la marmite du bon emploi du jour au lendemain. Non. Surtout pas. Je pense que ça c'est l'erreur que beaucoup de gens font aussi. Ils se disent, bah, si je quitte ma zone de confort, c'est que, voilà, je vais avoir systématiquement ce que je recherche sans aucune transition. Ce qui n'est pas toujours vrai. Parce que moi, dans mon cas, par exemple, j'ai dû travailler dans des fast-food en premier. Oui, j'ai dû travailler dans des fast-food en premier. J'ai fait des burgers, etc. Mais cette expérience m'a permis de m'intégrer à la société québécoise, première chose, de comprendre comment les gars réfléchissent ici, deuxième chose, et de mieux comprendre l'environnement professionnel et tout. Parce que oui, même si tu travailles dans des fast-food ici, tu es dans un environnement professionnel. Donc, ils ont leur façon de réfléchir, de concevoir le travail et tout, etc. Et je vous assure que ça m'a permis de comprendre comment est-ce que les Québécois aussi travaillent collectivement. Ça, c'est très important. Et en recherche, lorsque tu travailles en recherche, tu n'as pas trop le choix que de travailler en quelque sorte un peu collectivement à un moment donné. Et si tu es dans la communication comme moi, tu gères une équipe de communication, etc. Tu donnes des tâches à des gens, etc. Et c'est ce qu'on fait, en fait, lorsqu'on est dans un fast-food. Il y a des personnes qui s'occupent des mayonnaises, d'autres personnes qui s'occupent des pains, d'autres personnes qui s'occupent des viandes, etc. C'est un travail collectif. Moi, c'est là que je l'ai beaucoup appris, en fait, mais dans le contexte québécois. Et ça m'a été utile parce que c'est juste après que je suis allé justement en recherche. Parce que pendant ce temps, je cherchais ce que j'étais venu chercher au Canada. Donc, en gros, c'est un plan, c'est vrai, mais il peut toujours y avoir des écueils. Et pendant cette période-là, tu vis des doutes. Parce que justement, tes doutes reprennent un peu place en toi. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Donc, pour moi, le fait d'avoir eu un plan, ça m'a aidé parce que même en période de ces doutes-là, j'avais pris contact avec des personnes que j'avais contactées avant même d'arriver au Canada. Et c'est pour ça que le fait d'avoir des personnes autour de nous, c'est bien, mais le fait d'avoir aussi des outils qui existent, de les exploiter à bon escient comme LinkedIn, qui est un outil excellent, professionnellement parlant, qui peut être utile aussi. Donc, ça m'a beaucoup aidé justement à me créer un réseau quelque part. Et aujourd'hui, justement, je peux dire que j'ai quand même un petit réseau qui m'a été très utile. Donc, en soi, je me dis que sortir de sa zone de confort, il faut prendre une décision. Et Faisal l'a dit très bien. Et cette décision, ça implique tellement de choses par la suite qu'il ne faut pas que ce soit une décision prise à la légère. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un backup et se dire qu'il peut y avoir des petits écueils, ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire que ça doit nous arrêter dans notre élan. Si on a vraiment des objectifs clairs, on a un plan bien défini, généralement, même si on vit un peu au jour le jour, généralement, on atteint son objectif, on atteint sa vision. Donc voilà. Merci les gars. Je pense que on a même débordé parce que au début j'avais dit on va discuter 45 minutes et je pense que c'est un sujet qui est très vaste. Quand on veut parler de sortie de sa zone de confort, comme on l'a dit depuis le début. Fallait pas nous appeler, hein. Tu nous as appelés, nous on vient, nous on te dit ce qu'on a sur le cœur. Non, c'est une bonne chose également parce que c'est ça aussi l'objectif de Tatona, d'avoir des personnes qui parlent le cœur ouvert, qui parlent sans langue de bois, qui disent les choses comme elles sont à la jeune génération, de dire, OK, aujourd'hui, je suis dans un espace, dès que je sens que je suis dans ma zone de confort, je sors dans ma zone de confort. Et je pense que on est pratiquement à la fin. Et la nouvelle tradition qu'on a mis en place pour la saison 2 de Tatona, c'est que à la fin de chaque épisode, on demande à nos invités de se poser des questions entre eux. C'est-à-dire, Faisal, tu poses une question à Edem, tu poses une question à Faisal. Ça peut être des questions liées au thème ou des questions qui touchent la jeunesse et tout ça. Donc, je vous laisse la parole et il faut répondre dans l'enregistrement, dans l'épisode. Donc, je sais pas qui veut commencer, qui veut poser la question, la première. Bon, je vais poser la question. Edem, tu nous invites quand au Canada? Bon, c'est pour plaisanter. Non, c'est trop facile. Ça, comment est-ce que tu as pu trouver un équilibre entre le fait de quitter ta zone de confort et ta vie personnelle à toi? Comment tu as pu trouver un équilibre toi-même, pour toi-même,
et au-delà de ça, trouver un équilibre avec les gens qui t'entourent. Parce que très souvent, quand tu veux quitter ta zone de confort, ça te prend du temps, pas forcément en train de travailler, mais en termes de réflexion, et ça, par moments, ça nous coupe des gens qu'on aime, des gens qu'on affectionne, que ce soit la famille, ou un petit ami, une petite amie, etc. Donc, comment est-ce que tu as pu trouver un équilibre de vie entre le fait de quitter ta zone de confort et ta vie personnelle? Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, je dirais pas qu'il y a eu vraiment un gros souci à ce niveau, je pense. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut mentionner, c'est-à-dire que si tu es dans un pays où tu te crées des amis, en tout cas tu as un cercle d'amis, tu as des personnes que tu affectionnes bien etc. Et que tu sois obligé de quitter ce pays pour un autre, où tu dois te reconstruire un autre cercle d'amis, parce que c'est ça que ça prend malheureusement. Oui, c'est clair que ça crée de la distance déjà avec les amis qu'on avait etc. Donc vous avez certainement, tu vois, moins de discussions etc. Parce qu'il y a aussi le décalage horaire, quand même 6 heures de différence. Donc lorsqu'il est midi ici, il est 18 heures en France. Donc c'est pas évident lorsqu'on a des amis avec qui on discutait très bien que finalement justement ça prend plus de temps pour pouvoir discuter. Et en termes d'équilibre, moi je pense que ce que j'ai eu à faire, c'est que je me suis adapté. Je me suis adapté plutôt bien, même si ça a été un peu particulier dans la mesure où on me dit, et ça je pense que tu l'as dit très bien dans le podcast, dans ce genre de cas parfois tu vis un peu au jour le jour, c'est-à-dire que tu te dis bon voilà, si ça marche tant mieux, ça marche pas, bon c'est pas la fin du monde quoi. C'est la vie qu'il a demandé ainsi. Et il y a des amis en tout cas avec qui j'ai évolué depuis très longtemps. Je peux te parler aussi du Togo et tout, depuis que j'ai quitté le Togo. Il y a des amis avec qui je suis plus aussi proche qu'avant. Après, oui, c'est pas comme si on se dit pas bonjour, bonsoir, hein. Mais c'est clair que un autre cercle d'amis se développe. Et aujourd'hui, j'ai un autre cercle d'amis plus restreint. C'est-à-dire que j'ai toujours des amis en France, etc. Mais on n'est plus aussi proche qu'avant, malheureusement. Parce que, eux aussi, ils ont construit leur vie. Il y en a qui sont devenus aujourd'hui enseignants, chercheurs, des trucs comme ça, etc. Donc, avec le décalage et tout ce qui va avec, en termes d'équilibre, moi, je te dirais que quand tu sors de ta zone de confort, il est possible que ça affecte une partie de ta vie personnelle, qui est normale. Soit tu perds ta petite amie ou ton petit ami, c'est des choses qui peuvent arriver. Soit tu te crées un autre cercle d'amis, donc finalement, tu vas créer un peu de frustrés, c'est-à-dire que d'autres petits amis vont peut-être se sentir un peu mal, finalement, parce qu'ils vont se dire, finalement, voilà, vous écrivez plus autant qu'avant, etc. Ou on va te dire que tu te la pètes parce que tu es au Canada. Ça, on me l'a sorti très souvent, ce qui n'était même pas le cas. Et donc, ça peut créer des frictions en termes de petite jalousie, etc. Alors que, en fait, il n'y avait pas de raison que ce soit ainsi. Donc oui, ça a été quand même des défis dans ce sens-là, pour être honnête. Mais après, voilà, on finit par s'y faire. Et puis, bon, voilà, comme tu l'as dit dans le podcast, parfois c'est l'âge qui part. Parce que au bout de 5-6 ans, quand vous vous retrouvez, quand vous recommencez à discuter, l'autre même te dit, j'ai été quand même un peu idiot de te parler de cette façon parce que peut-être, voilà, je ne maîtrisais pas tel ou tel aspect de la vie. Et j'ai eu des amis qui eux-mêmes sont arrivés au Canada et qui ont changé de discours par rapport à tout ce qu'ils m'ont dit par le passé, parce qu'ils ont compris que la réalité en France n'est pas la réalité au Canada. Il y a beaucoup de choses qui font que lorsque tu arrives dans les premières années, que tu sois obligé d'être un peu au four et au moulin, et après, au bout de 2-3 ans, tu t'es construit et là, tu as plus de largesse. Donc voilà, si pour répondre à ta question, c'est un peu ça. Maintenant, à mon tour de te poser une question. Moi, j'ai envie de savoir, lorsque tu as quitté ton oncle pour ton chez-toi, etc., quels sont les écueils que tu as vécus personnellement et aussi en termes de gestion des finances? Est-ce que tu as vécu des difficultés ou vraiment pas du tout? Eh gars, la question que tu poses, cette question-là, c'est une très forte question. Bon, quand je quittais de chez mon oncle, disons que personnellement, hey Seigneur. Quand je partais qu'avec 2 choses, sinon 3. Mes habits, ensuite mon matelas, et la dernière chose avec laquelle je suis parti, c'est ma télé. C'est les 3 trucs qui m'appartenaient. C'est les 3 trucs qui m'appartenaient parce que le jour où je suis arrivé chez mon oncle, on m'a donné une chambre. Il y avait un matelas, tout ça. Mais le jour où je déménageais, j'estimais que le matelas sur lequel je me couchais finalement était un bon matelas que j'ai acheté assez cher et qui m'appartient. Donc, j'ai acheté un nouveau matelas que j'ai remplacé là-bas.
Et je suis parti avec mon matelas. Donc, je dormais à même le sol sur mon matelas et ma télé était par terre. Je suis couché par terre et la télé est par terre là-bas. Donc, ta tête est à quoi? 90 degrés pour regarder la télé, en fait, quand tu es couché. Au-delà de ça, ouais, j'ai connu quoi, deux, 3 mois où j'étais à la maison. 2, 3 mois où j'étais à la maison. À l'époque, j'étais encore graphiste pur, en fait. Mais ce qui m'a compliqué la tâche, c'est que dès l'instant où j'étais salarié en entreprise, je n'arrivais plus à assurer les commandes de mes clients qui étaient fidèles. Les clients qui pouvaient t'appeler pour tout et n'importe quoi, n'importe quel moment, et qui te permettaient quand même d'avoir un petit billet sur soi. Donc, j'avais coupé pas mal de contacts avec pas mal de personnes. Avant de quitter, j'ai quand même relancé ces personnes disant, voilà, que ce soit des anciens employeurs, que j'ai quitté dans le plus grand calme, hein. On n'avait pas de soucis. Parce que la plupart du temps, quand je veux quitter un emploi, je fais en sorte que ce ne soit pas moi le problème. Que ce ne soit pas moi le problème. Je pars parce que j'estime que j'ai fait ce que je peux faire et moi, je m'en vais, en fait. Je suis pas venu pour changer les mentalités en une fois. Je vais jouer ma partition, quitte à ce que cette partition-là affecte les autres d'une façon comme d'une autre pour que les choses aillent dans le bon sens. Donc, j'ai connu des mois où j'étais à même le sol. Et dans cette expérience, j'ai fini seul. En termes de couple, j'ai fini seul. Pas parce que la personne en face on demandait financièrement, non. Mais parce que la personne en face ne comprenait pas forcément où je suis en train d'aller. Si je traverse une période assez compliquée et la personne en face n'arrive pas à comprendre pour se dire qu'en fait, cette personne, ce qu'il traverse est compliqué, je peux, avec du recul aujourd'hui, comprendre cette personne. Parce que l'âge que j'avais ou l'âge qu'on avait, la personne peut pas comprendre plus que ça. Donc, je reviens sur la phrase de mon daron disant, c'est ton âge qui parle, tu vois. Donc, j'ai fini seul en termes de couple. Voilà, ça m'a pris plusieurs mois pour rester à la maison, de faire en sorte que les gens me fassent à nouveau confiance, pour que j'ai des petits gombos et mettre un peu d'argent sur moi. Mais c'était une expérience qu'il fallait faire pour aujourd'hui me montrer à moi-même que je pouvais, en fait. Donc si je ne l'avais pas fait, je pense même pas que Audrey aurait connu, parce que je pense que c'est dans cette période-là que Audrey et moi on s'est connus. Dans la période 2017-2018, dans la zone là-bas, je pense que c'est dans cette période où on s'est connus. Donc, si je n'avais pas fait cela, ça n'aurait pas pu me permettre de connaître un certain nombre de personnes ou de faire ce que je fais aujourd'hui ou d'avancer calmement dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Bon, je pense avoir répondu à ta question, mais quand même j'en ai bavé. Ça, tu peux en être sûr. J'en ai bavé. Si c'est manger haricots matin, midi, soir, et puis le lendemain matin, midi, soir sur 3 à 4 jours, c'est pas des histoires qu'on raconte parce que on se dit tant que ça n'aura pas un impact sur quelqu'un, ça vaut pas la peine de raconter parce que ta vie n'est pas plus triste que celle de quelqu'un d'autre. Tu as choisi tout seul de quitter ta zone de confort. On t'a pas chassé, on t'a pas refusé ci ou ça. Mais tu es parti, tu assumes comme un bonhomme. Donc, je m'adresse que ce soit à des jeunes frères ou sœurs et sœurs en fait. Dès l'instant où tu prends une décision, tu l'assumes, mais avoir l'humilité de se dire que oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché et demander de l'aide. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Soyons réalistes à un moment donné. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Les gens autour de toi, ils le voient. Et la plupart du temps, tous ceux dont eux, ils ont besoin, c'est que tu viennes dire j'ai échoué, pour qu'ils puissent te sortir la phrase on t'avait dit. Mais leur on t'avait dit est conditionné par leur expérience de vie personnelle, par les risques qu'ils ont calculés et que peut-être tu n'as pas calculé en réalité. Mais il n'y a pas de mal à échouer et revenir. Dieu merci, moi, j'ai pas échoué. Du moins, j'estime que j'ai pas échoué. Ça a été une expérience bénéfique. Mais bon, soyons réalistes le plus possible. Quand ça marche pas, reconnaissons-le. Et puis voilà, quoi. Demandons de l'aide. Tout le monde ne va pas t'aider. Même tes propres frères, même tes propres parents. Tout le monde ne va pas t'aider. Il y a des situations qui nous font grandir et d'autres qui nous donnent juste des leçons. Que ce soit l'une ou l'autre, ça nous permet quand même d'avancer. Donc, choisissons le camp de ceux qui veulent avancer. Voilà. Merci beaucoup, Faisal. Juste pour terminer, déjà, merci pour ton partage. Et je pense que c'est important de dire aux gens que, voilà, souvent, lorsqu'on quitte sa zone de confort, ce n'est pas toujours facile.
qu'il peut y avoir des écueils, qu'il peut y avoir des difficultés. Et c'est pour ça justement qu'on a tout au long parlé de plans, etc. Mais ici, il y a quelque chose aussi en termes de relations humaines qu'il faut préciser rapidement, c'est qu'on peut perdre des gens, mais on peut en gagner d'autres. Et ça, il faudrait que les gens aussi l'aient en tête. Ça a été moi, mon cas. Voilà, j'ai perdu des personnes, mais j'en ai gagné d'autres. Et aujourd'hui, je rends grâce, quoi. C'est-à-dire que je ne regrette rien du tout. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie, que les relations humaines fluctuent, en quelque sorte. Et finalement, on se sent confortable avec les nouvelles personnes qu'on gagne et puis qu'on avance, etc., avec ces personnes-là. Donc, je voulais juste le préciser aussi pour nos auditeurs, auditrices, pour qu'ils puissent comprendre que, il y a des choses, il y a des difficultés qu'on peut rencontrer. Et puis, ça prend forcément, en fait, justement, un impact sur notre vie, en quelque sorte. Donc, voilà, Audrey. Merci beaucoup. Merci Faisal, merci Edem pour votre temps. Ce que je retiens aujourd'hui, quand on parle du fait de sortir de sa zone de confort, je vais le nommer les 3 S. S'informer, s'entourer et le sacrifice. Dans le sacrifice, je mets tout ce que vous avez dit du fait que faut oser dire, OK, je quitte ma zone de confort. Mais je me dis dans ma tête que ça va pas être le pain et le beurre là tout de suite. Mais ça va être, comme Faisal l'a dit, l'haricot avec du gari pendant un certain temps avant que les choses se stabilisent. Donc, merci encore une fois pour tous ces partages sincères et inspirants. J'espère vraiment pour nos auditeurs et auditrices que l'histoire ou les histoires de Faisal et de Edem vous ont motivé à repousser vos propres limites et à se dire aujourd'hui, vous allez quitter votre zone de confort et aller vers une autre zone de confort plus grande. Et n'oubliez surtout pas aujourd'hui que quand on parle de croissance personnelle aussi, je pense qu'on a abordé un peu, la croissance personnelle commence là où votre zone de confort prend fin. Merci et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode de Tatona. N'oubliez surtout pas de rejoindre également la conversation sur les réseaux sociaux via le hashtag Tatona Podcast. Prenez soin de vous surtout, prenez soin de votre santé mentale, de votre vie, de votre entourage et à très vite. Restez inspirés et surtout, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant de partir. Non, Edem doit sortir une théorie pour clore. Non, j'ai pas de théorie. Moi, je pense juste que on est vraiment dans un monde aujourd'hui où c'est vrai qu'on peut plus ou moins vivre au jour le jour. On peut prendre des risques, calculer, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui nous entourent. On l'a vu avec la Covid, on le voit avec plein d'affaires aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut savoir préparer tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Et je suis de ceux qui pensent que tout ce qui touche le plan de vie et le plan de carrière, ces 2 choses-là, en fait, c'est vraiment au cœur de notre vie en soi. Tu vois, on n'a pas trop le choix que de faire attention, mais on doit avoir de l'ambition, on doit mesurer cette ambition-là. On doit faire un travail personnel sur nous-mêmes aussi, pour identifier concrètement comment est-ce qu'on a envie de sortir de sa zone de confort, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir, etc. Il faut retenir quelque chose de fondamental, c'est pas une théorie, fait ça, mais je me dis, il faut commencer petit dans la vie. Il faut savoir avoir des objectifs un peu en mode entonnoir, tu vois, c'est vrai, qui nous permet justement de commencer petit, progressivement, d'avoir vraiment des balises de préparation, etc., de visualiser où est-ce qu'on veut s'en aller, mais justement, dans le bas du truc, qu'on se retrouve à aligner des objectifs beaucoup plus larges, plus grands, etc. Puis, je pense qu'on peut y arriver. Si nous, on a pu le faire, si d'autres personnes arrivent à le faire aujourd'hui, c'est que c'est possible pour vous qui nous écoutez de pouvoir le faire. Ça prend du courage, comme l'a dit Audrey. Ça prend aussi, justement, une force un peu surhumaine, on va le dire comme ça, parce que il faut se dire que ça va être un peu chaud. Mais ma théorie, c'est avoir un plan, très important, un peu comme Audrey l'a dit, les 3 S. Avoir un plan, certes, préparer le truc, avoir une visualisation vraiment positive, s'entourer de personnes positives, etc., qui t'inspirent, qui te soutiennent, etc. Et se dire que tu peux avoir une petite dose d'échec. Mais il faut que le plan fasse en sorte qu'il est un peu comme un plan de communication, qu'on ait justement une bonne partie où on comprend concrètement les indicateurs, etc., qu'on se dise que il peut y avoir des imprévus, mais que ces imprévus soient quand même calqués sur quelque chose qui vous permette de pouvoir aller au-delà plus facilement en lien avec vos objectifs. C'est pas facile, mais c'est faisable. Voilà, merci. Merci Edem, c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est ça, ta théorie? Bon, Edem a tout dit, hein. Moi, j'ai pas de théorie. Moi, je suis dans le vivre le truc pour aviser. Donc, toujours, prends soin de soi.
Prends soin de soi. Parce que dans le fait de prendre soin de soi, certaines zones de confort, tu vas te rendre compte que les quitter n'est pas l'idéal dans l'instant. Donc ça aussi, c'est prendre soin de soi. Parce que si tu quittes cette zone de confort avant l'heure, tu peux briser quelque chose en toi qui ne peut plus se réparer pour toujours. Et ne pas la quitter aussi à l'heure qu'il faut, ça peut briser quelque chose en toi. Donc c'est une question de calcul et de bon sens. Pouvoir se poser les bonnes questions. Au-delà de ça, se dire que c'est à toi de le faire, quoi. Personne ne peut rien. On a beau te donner mille exemples. On a beau te donner 1000 conseils. Peut-être c'est le conseil 1001 qui va marcher. Donc, il n'y a pas de mal à prendre du recul, se poser les bonnes questions, prendre soin de soi et accepter les choses très souvent comme elles vont. Parce que toute chose que tu ne peux pas changer, ne mets pas ton énergie dedans. Tu vas perdre du temps et tu vas pas te reconnaître à un moment donné. C'est ce que j'ai à dire. Prendre soin de soi. Et c'est assez large comme un grand panier dans lequel on met plein de choses. Parce que le fait de ne pas aller à certains endroits, c'est prendre soin de soi. Parce que le fait d'y aller, le risque auquel tu t'exposes aussi, c'est énorme. Donc, prenons le temps de réellement prendre soin de nous. Prenons le temps de faire les bonnes réflexions. Que notre entourage ne déteigne pas sur nous parce que l'autre a réussi, ça veut dire que je vais réussir là-dedans. Non, mais l'autre a réussi, je peux prendre son expérience, modeler ça à ma sauce et trouver une autre façon de faire. Donc, essayons, mais soyons raisonnables. Même nos rêves les plus fous, on peut les accomplir, mais c'est une étape à la fois. Une étape à la fois. Donc, si on ne commence pas quelque part, on va pas arriver quelque part. Mais si on reste au même endroit, on n'a pas bougé d'un seul iota. Faisons ce qu'il faut dans le raisonnable possible. Merci beaucoup les gars, merci. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous et ça nous a permis, à moi personnellement et aussi à nos auditeurs et auditrices, d'en apprendre plus sur vos expériences et surtout de sortir de sa zone de confort. Merci à tous et à la prochaine dans Tatona.